Good Morning Business, le débat. L'unité de quoi, c'est toute la question ce matin. Nicolas Dose, il y a un point d'interrogation. D'ailleurs, à la fin, avec vous, on parlait d'économie de guerre. S'il faut accélérer sur les dépenses, investir plus dans notre armement. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire passer en économie de guerre? Alors, j'ai regardé la définition de ce qu'est une économie de guerre. Je vais être très factuel. C'est quand une économie, effectivement, suppose d'accorder la priorité absolue à son outil de défense et à son outil industriel d'armement, de fabrication d'armes, de fabrication de munitions. Donc, ça veut dire que la défense devient la priorité absolue du pays. Ça s'impose à tout le reste. Prenez les États-Unis au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. Donc après les événements de Pearl Harbor, ils sont à 37% du PIB consacré à la défense et à 90% des dépenses fédérales. 90% des dépenses fédérales. Nous aujourd'hui, on a... Mais d'ailleurs, on n'est pas du tout... On n'y est pas aujourd'hui. Non, on n'y est pas. On est à 2% du PIB et 4% de la dépense publique. Mais on n'est pas en contradiction avec ce que l'OTAN attendait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça correspond à peu près au niveau d'investissement que l'OTAN attendait. On est plutôt en avance par rapport à bien d'autres pays. Alors au niveau européen, si on décidait que c'est l'économie de guerre, très probablement qu'on sortirait les dépenses de défense du calcul du déficit. De toute façon, c'est une direction qui a été engagée par les Européens d'ores et déjà. Et après, très vite se posera bien sûr la question de savoir s'il faut mutualiser avec de la dette commune. L'Estonie a déjà dit que c'était une très bonne idée à cause des urgences de défense. Imaginez qu'on va faire de la dette commune. Je ne sais pas trop quel rôle jouerait la BCE, vraiment en économie de guerre pure, parce qu'évidemment, il y a toujours le risque de voir l'inflation déraper. Donc à ce moment-là, la Banque centrale est attendue. Après, au niveau national, en France, vous décidez que vous affectez des recettes de manière massive aux questions d'armement. Vous décidez que vous pouvez peut-être éventuellement augmenter vos recettes. Alors ça peut être de l'émission obligataire, ou ça peut être des hausses de prélèvements. Il peut y avoir des hausses de prélèvements. On peut décider, on peut mobiliser l'épargne privée un peu de manière autoritaire. De dire, voici un impôt pour faire la guerre. Un peu de manière autoritaire ou de l'emprunt obligatoire. Ça s'est déjà vu dans l'histoire. Après, pour ce qui est de la production, d'abord, on commence à accorder des primes à des entreprises qui basculent leur outil de production justement au service de la nation et de la défense. Et puis, il peut y avoir une transformation radicale de l'appareil de production, appareil agricole, industriel, humain également, logistique. Sébastien Lecornu, il y a quelques jours, disait que l'économie de guerre peut aller jusqu'à des rationnements, peut aller jusqu'à des réquisitions. Donc, vous voyez, les mots commencent à être lâchés aujourd'hui par les responsables de l'exécutif. À ce moment-là, on rompt avec la logique des flux, le flux tendu, qui est quand tout va bien, on s'approvisionne. Dans le temps, mais là, on se met à faire des stocks stratégiques s'il y a économie de guerre. On peut se retrouver devant la nécessité d'imposer une baisse de la consommation d'énergie à l'ensemble de la population. Ça peut s'apparenter à une forme de planification autoritaire, c'est vrai, et a priori, ça suppose quand même d'avoir justement un outil industriel pour réussir à relancer son armement. Maintenant, vous voyez, il y a un truc basique, c'est que si on décide qu'il faut énormément dépenser plus, par exemple pas 2% du PIB, mais 6%, un point, je rappelle, c'est 30 milliards. Ça veut dire qu'il va falloir dépenser moins ailleurs, mais très vite et de manière très efficace. La capacité à prélever plus est quand même limitée. Et ça nous ramènera très vite à nos dépenses sociales, dossier des retraites en tête, santé aussi, assurance chômage et tutti quanti. On aura les PME de la défense dans une heure, justement, pour reparler de l'outil industriel. Jean-Marc Daniel, votre point de vue sur l'économie de guerre? Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que il y a assez peu d'économistes qui se sont intéressés à ça, considérant que c'était des événements qui sont hors d'un modèle économique que l'on puisse formaliser. On rentre dans un domaine où c'est les militaires qui prennent le pouvoir. Donc c'est anormal, quoi. C'est anormal. Oui, c'est une situation anormale. Ensuite, il y a plusieurs phases dans l'économie de guerre. Vous avez la phase où il y a une menace, et donc on augmente normalement les dépenses militaires, et on essaie de faire en sorte que l'appareil productif produise davantage d'armes et de munitions. Bon, alors là, l'exemple le plus typique, c'est après Munich en 1938, Édouard Daladier qui rentre, vous savez, il est acclamé parce qu'il a sauvé la paix, sauf que lui, il a compris qu'il allait y avoir la guerre. Donc la première décision qu'il prend, c'est d'augmenter la durée du temps de travail dans les usines d'armement. Il supprime les 40 heures qui ont été décidées en 1936 par le Front populaire. Il dit, dans les usines d'armement, on revient à 48 heures. Et donc, la deuxième phase, c'est quand on mobilise une partie de la population dans l'armée. Donc là aussi, quand on regarde ce qui s'est passé, à ce moment-là, on fait appel à davantage de main-d'œuvre de substitution. Donc on augmente l'emploi féminin, assez souvent. On reporte l'âge de départ à la retraite d'un certain nombre de gens. On modifie l'organisation des administrations en demandant à un certain nombre de gens qui travaillent dans l'administration de passer dans un appareil productif plus organisé autour de la guerre. Et puis il y a la troisième phase, qui est la phase où on fait vraiment la guerre. Et à ce moment-là, dans les économies de guerre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a en général énormément de dettes publiques et on sacrifie la monnaie. En 1914, on a abandonné les talons or dans un premier temps au mois d'août 1914, et puis en janvier 1915,
des Anglais qui étaient les gestionnaires de la monnaie mondiale ont dit on n'y reviendra pas dans l'immédiat, donc on va accepter l'idée qu'il y ait de l'inflation. Et on le voit bien d'ailleurs en Russie, puisque la dernière décision de la Banque centrale russe au mois de février a été de porter son taux d'intervention à 21%. Donc on ne sait pas quelle est la réalité de l'inflation, les Russes nient l'inflation, mais si la Banque centrale a des taux à 21%, c'est qu'il y a de l'inflation. Donc dans un premier temps, on augmente la production, dans un deuxième temps, on est obligé de réorganiser la population active parce qu'il y a une partie des gens qui sont sur le front, qui sont dans l'armée, et dans un troisième temps, on affronte l'inflation. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce que tout ça n'aurait pas dû être abandonné avec l'arme nucléaire? Puisque le grand discours du général de Gaulle, quand il passe à l'arme nucléaire, il dit « j'ai pas besoin d'une armée. Ah oui, j'ai la dissuasion, J'ai la dissuasion. Tout ça ne sert à rien. Personne ne va m'attaquer. La seule chose qu'il faut faire, c'est donner 48 heures au président de la République pour décider soit on capitule, soit on rase, en l'occurrence, Moscou. C'est-à-dire, soit on capitule, soit on dit, effectivement... Donc là, on est en train de revenir sur cette idée. On revient complètement sur cette idée. Et donc, je crois qu'un des enjeux aussi, c'est de se poser la question de la nature des armements. À partir du moment où on considère que la dissuasion n'est pas susceptible de marcher, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a autant investi dans le nucléaire. Et puisque nous sommes lundi et que Raphaël Legendre allez-y, parlez latin. A fait une citation latine, si vis pacem parabellum, qui est la citation traditionnelle, cette citation latine, elle a une suite. La phrase continue, c'est sed pax melior quam justissimum bellum. Ce qui veut dire, mais n'oublie jamais que la paix est toujours meilleure que la guerre, même si cette guerre est juste. D'accord. Bon, on se laisse avec ça. On quitte avec ça. On se revoit demain.